et elle avoisine les 9 millions de personnes atteintes de tuberculose. Et puis, cette apparition de la co-infection de la tuberculose avec le VIH qui est augmentée en flèche, notamment dans les pays d'Afrique, notamment les pays d'Afrique noire. Et puis, en 2010, on a recensé à environ 1 million de décès. Est-ce que c'est clair par rapport à, s'il vous plaît, est-ce que c'est clair par rapport à ce que je viens de dire? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là par rapport à l'épidémiologie? Je continue alors. Je ne sais pas pourquoi ça n'avance pas là. Alors, qu'en est-il en Algérie? Eh bien, si vous voyez cette courbe, regardez, ça commence de 1962 jusqu'en 2001, c'est-à-dire après l'indépendance. Pourquoi 1962, on a commencé à recenser les cas de tuberculose? Parce qu'avant, on n'avait ni registre, ni le programme national antituberculeux. Mais par contre, depuis 1962, grâce à nos maîtres, ils ont commencé à travailler par rapport à cette maladie qui représente un gros fléau en Algérie particulièrement, parce qu'on vient de sortir d'une grande crise qui est la colonisation française, qui a justement favorisé la précarité des personnes. Et vous savez tous que la tuberculose, elle apparaît surtout chez des patients qui sont en situation précaire, c'est-à-dire qui n'ont pas une situation sur le plan hygiène, santé, etc., des moyens pour se traiter et pour bien manger. Regardez, on a commencé en 1962 par 300 cas par 100 000 habitants. C'est vraiment énorme. Et puis, à partir de 1962, où on a installé, surtout en 1970, vous voyez cette courbe qui a chuté d'une façon drastique. Ce qui est en bleu représente les tuberculoses toutes formes, c'est-à-dire les tuberculoses pulmonaires et les tuberculoses extrapulmonaires. Et ce qui est en rouge, c'est la tuberculose à microscopie positive, et ce qui est en vert, c'est la tuberculose extrapulmonaire. Et vous voyez depuis 70, parce que c'est là où le programme national antituberculeux a commencé, on a justement revu que les cas commencent à descendre à 200 en 1970. Et puis regardez ici, dans les années 2011, on est tombé jusqu'à 50 cas pour 100 000 habitants. Et comme vous le voyez, la tuberculose à microscopie positive, qui est une tuberculose, s'il vous plaît, vous éteignez vos téléphones. C'est très désagréable, il y a des échos. S'il vous plaît, vous m'entendez? Alors, nous avons cette tuberculose pulmonaire à microscopie positive qui est une tuberculose très importante et qui est responsable justement de la primo-infection et de la chaîne de transmission. Donc, pour nous, le but du traitement des cas de tuberculose à microscopie positive, bien sûr, surtout pulmonaire contagieuse, permet de diminuer toute forme de tuberculose extrapulmonaire que vous voyez là en vert. Est-ce que c'est clair? Est-ce que cette courbe justement vous éclaircir un petit peu le problème épidémiologique en Algérie? Madame, Oui, oui. Madame, mais selon ce graphe, on voit que le nombre de personnes atteintes avec la tuberculose a baissé par rapport au nombre d'habitants qui a augmenté. Non, non, oui, bien sûr, voilà. Donc, imaginez en 1962, c'est 300 cas par 100 000 habitants et que le taux de tuberculose, il a baissé malgré l'augmentation de la population, évidemment, hein, parce qu'on a quand même une augmentation des naissances à partir de 1963 et le taux de mortalité commence à baisser. C'est pour cela, justement, que la tuberculose, il faut le savoir également, que le programme national de lutte antituberculose est le meilleur au monde en Algérie. Hein. Il est vraiment apprécié dans le monde entier. C'est un des meilleurs programmes nationaux de la tuberculose en Algérie et particulièrement dans la région africaine et surtout dans le monde. C'est un programme qui a réussi. On est revenu avec un risque annuel d'infection qui avoisine 1, c'est-à-dire celui de l'Europe et de l'Occident. Est-ce que c'est clair? Merci, madame. Je vous en prie. Alors,
Maintenant, on va voir qui est responsable et quel est l'agent causal qui est responsable de la tuberculose. S'il vous plaît, vous faites trop de bruit et c'est gênant. Allô? Alors, quel est l'agent responsable? Donc, eh bien, c'est une mycobactérie. Le bacille de Koch n'est qu'une mycobactérie qui appartient au complexe des familles de tuberculosis. Vous savez, on a à peu près plus de 99 espèces, mais il n'y a que 3 espèces qui sont pathogènes et qui sont responsables des tuberculoses humaines. Ce sont le premier, bien sûr, reste le Mycobacterium tuberculosis, au humanis, vous pouvez le trouver dans la littérature, il correspond au bacille de Koch qu'on appelle le BK en abréviation. Vous avez en deuxième position le Mycobacterium bovis, mais il faut savoir qu'en Algérie, c'est surtout le Mycobacterium tuberculosis qui est la première mycobactérie responsable de la tuberculose. Oui? Oui, vous avez des questions? Allô, vous avez des questions? Ok, je continue. Par contre, le Mycobacterium bovis, il y a le mot bovis, c'est-à-dire bovin, et qui est responsable des tuberculoses des bovins, comme par exemple la tuberculose des vaches, enfin des animaux en général et des mammifères, qui peut être responsable de la tuberculose humaine par consommation de lait cru. Hein, il est responsable beaucoup plus de tuberculose ganglionnaire. Et enfin, nous avons le Mycobacterium africanum, qui est de mauvais pronostic parce qu'il répond très très mal aux antituberculeux usuels, mais qui est extrêmement rare en Algérie. Par contre, il sévit beaucoup plus en Afrique. Alors, le bacille tuberculeux est un bacille intracellulaire. Il est aérobique strict. Qu'est-ce que ça veut dire aérobique strict? Ça veut dire qu'il ne peut pas se développer en absence d'oxygène. C'est pour cela qu'il a une préférence au niveau de la localisation pulmonaire. Il est acido-alcool résistant, c'est-à-dire même si vous vous désinfectez à l'alcool, il reste quand même, il sévit, il ne peut pas mourir en mettant de l'alcool. D'accord? C'est pour cela qu'on l'appelle bacille acido-alcoolo-résistance. Et particulièrement, cette mycobactérie, elle est de développement très lent, c'est-à-dire sa croissance est lente et la division, elle se fait de façon très lente. C'est pour cela qu'il ne répond pas, la tuberculose ne répond pas aux antibiotiques usuels utilisés dans les germes banals. Et il a fallu du temps pour découvrir ces antituberculeux qui ont une action très longue. Est-ce que c'est clair jusque-là? C'est bon? C'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame, c'est très clair. D'accord. Alors, je voulais vous montrer, parce que comme vous ne faites pas, je suppose, le TP, c'est dommage, avant on le faisait, mais comme maintenant, à cause de cette pandémie de coronavirus, vous ne pouvez pas le faire, en vous montrant des lames dans les dispensaires, etc., déjà utilisées, on a l'aspect et la morphologie du Mycobacterium tuberculosis. Regardez, ça c'est un aperçu au niveau de la microscopie optique. Donc, c'est grâce à la coloration de Zinn-Nelson, donc qui permet de voir le Mycobacterium tuberculosis sous forme de bâtonnets. Ils sont épars ici autour de cette lame, mais ici ils sont confluents et cet aspect rosâtre ou rouge est donné par la coloration à la fuchsine. Hein, vous voyez, ça c'est la microscopie optique. On n'a pas besoin d'être formé pour rechercher le BK, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'être médecin ou infirmier ou carrément un agent de santé pourra le faire avec une formation de 2 à 3 mois pour le faire sur place au niveau des dispensaires. Il suffit juste de la coloration de Zinn-Nelson et d'un microscope optique. Par contre, ce que nous avons sur la plaque à droite, ce sont des bâtonnets de Mycobacterium tuberculosis qui apparaissent sous forme de bâtonnets fluorescents qui brillent en jaune. Hein, ça donne cet aspect vert fluorescent et cet aspect est surtout vu en microscopie électronique grâce à la coloration à l'auramine. Et cet aspect de microscope électronique n'est pas d'utilisation
usuelle ou de pratique courante, parce que ça nécessite quand même une formation beaucoup plus robuste par rapport à la microscopie optique. Elle n'est utilisée, d'ailleurs elle a été utilisée en Algérie les premières années quand il y avait le taux de tuberculose très élevé, parce qu'on avait énormément d'échantillons qu'il faut analyser dans la journée en utilisant le microscope électronique. Et celui-là, le microscope électronique, n'est pas retrouvé dans les UCTMR, c'est-à-dire dans les unités de suivi des maladies respiratoires ou bien dans les DAT appelés autrement auparavant. Donc, il est surtout retrouvé au niveau de l'Institut Pasteur, qui est un centre de référence du diagnostic microbiologique de la tuberculose. Je vous écoute. Vous avez des questions? Allô? Est-ce que vous avez des questions? Allô, allô, vous m'entendez? Oui, madame, on vous Oui, entend. on vous entend. Il n'y a pas de questions apparemment. Non. D'accord. OK. Donc, on va maintenant voir qu'est-ce que c'est que cette transmission. Qu'est-ce que c'est et comment elle se fait? La transmission, c'est une façon de transmettre la maladie, de propager la maladie. C'est comme un petit peu ce coronavirus qui se propage de façon très rapide, hein, avec un R qui est multiplié par 3. Par contre, en matière de tuberculose, cette transmission, elle se fait de façon stricte, c'est-à-dire elle est interhumaine et elle se fait par voie aérienne, beaucoup plus par voie aérienne. Comment se fait-elle par voie aérienne? Eh bien, tout simplement par ce qu'on appelle les gouttelettes de fluide ou bien les gouttelettes des sécrétions respiratoires. En parlant avec vous, avec ces gouttelettes qui sont aérolisées, elles sont émises par un patient qui est atteint de tuberculose, juste en toussant ou en éternuant, il va justement transmettre la maladie. Mais il y a une autre voie de transmission qui est rare, c'est la transmission par voie digestive. Alors, comment se développe justement cette transmission? Elle va aboutir à quoi? Elle va aboutir au premier contact d'un sujet qui est sain et qui va développer une primo-infection. Qu'est-ce que ça veut dire primo-infection? C'est-à-dire le premier contact du BK avec l'être humain et qui pourra par la suite se transformer à une tuberculose maladie évolutive. C'est ce qu'on va voir dans la pathogénie tout de suite là. Donc, il y a deux stades, pardon. Il y a deux stades de la maladie. Quand il y a pénétration pour la première fois du BK, d'abord ce qu'on appelle la primo-infection tuberculeuse et puis l'infestation qui veut dire la maladie qui va se disséminer, soit au niveau pulmonaire, soit au niveau des autres organes du corps humain. Regardez un petit peu, je vous ai pris cette photo pour vous montrer au moment où quelqu'un éternue, regardez ce nuage. C'est pour cela qu'elle est extrêmement contagieuse. C'est comme le coronavirus si on ne met pas de bavette. Vous voyez comment, justement, on peut disséminer, transmettre et propager la maladie. Alors, sur le plan physiopathologique, comment se fait cette transmission? Alors, les seules tuberculoses qui sont contagieuses restent la tuberculose pulmonaire. C'est la seule tuberculose qui est extrêmement contagieuse. Pourquoi? Parce qu'elle se transmet par voie aérienne, par ces gouttelettes aérolisées, justement, qui sont émises par le patient au cours d'un effort de toux ou bien d'éternuement. Il y a un risque très important, beaucoup plus important, si le patient, bien sûr, présente une caverne tuberculeuse. Vous savez qu'une caverne de 2 cm, elle contient 10 puissance 6 de BK. Vous vous imaginez, c'est quand même énorme. Dans les prélèvements, il faut que ça soit positif. Cette positivité ou bien la présence du BK peut se retrouver à l'expectoration ou bien en faisant une aspiration bronchique ou carrément au cours du tubage gastrique. Alors, la première lésion, comment se fait-elle? Quand le BK pénètre au niveau pulmonaire, il y a d'abord la pénétration
jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Vous savez que les alvéoles pulmonaires contiennent des cellules et contiennent justement des cellules qui nous permettent de se défendre. Heureusement, sinon imaginez un poumon qui est en contact direct avec l'air, avec tant de microbes, de virus, de mycobactéries qu'on respire tout le temps. Heureusement qu'il y a cette défense immunitaire qui existe au niveau du poumon profond, notamment au niveau des alvéoles. Une fois arrivé au niveau des alvéoles, il sera justement phagocyté par les macrophages. Ces macrophages-là vont les détruire, il va détruire le maximum de BK et parfois quand il y a une quantité très importante qui a pénétré au niveau du poumon, ils vont rester au niveau, phagocytés au niveau du macrophage. C'est ce qu'on appelle les bacilles dormants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas actifs, mais qui restent à l'état dormant. Ils vont dormir tout simplement sans provoquer une tuberculose qu'elle soit pulmonaire ou une primo-infection. Et à ce moment-là, il va y avoir la formation du granulome épithéloïde avec une couronne qui s'effectue autour de cette couronne gigontocellulaire, des cellules gigontocellulaires. Et la spécificité de ce granulome, c'est qu'il y a présence d'une nécrose caséeuse au centre. C'est ce qui caractérise de façon pathognomonique la lésion histologique de la tuberculose pulmonaire. Si on ne trouve pas de nécrose caséeuse, on ne peut pas parler de tuberculose. D'ailleurs, le plus souvent, elle pose un grand problème de diagnostic différentiel avec la sarcoïdose, où vous retrouvez le même granulome épithéloïde, mais dans la sarcoïdose, il y a absence de nécrose caséeuse au centre de ce granulome. Est-ce que c'est clair jusque-là? Alors, une fois que le bacille est pénétré au niveau pulmonaire, il peut y avoir une migration, éventuellement, ça dépend de l'état immunitaire et du terrain justement du patient, il va migrer au niveau des relais ganglionnaires ou bien carrément à l'ensemble de l'organisme quand il y a un terrain immunodéprimé ou quand il y a justement l'immunité de l'hôte qui est diminuée. Et là, je vous montre un schéma qui résume tout ce que je viens de dire. Vous voyez ici les gouttelettes aérosols qui vont pénétrer au niveau du poumon. Ils vont commencer justement, les macrophages va faire la phagocytose justement de ces BK. Ils vont se transformer en cellules dendritiques qui vont par la suite présenter aux lymphocytes et grâce aux lymphocytes, ils vont larguer des cytokines, notamment l'interféron gamma qui va essayer de détruire le maximum des BK. Mais malheureusement, malheureusement, c'est que dans plus de 90%, le BK va rester dans les macrophages à l'état dormant. On appelle ça une infection latente. Pourquoi latente? Parce qu'il n'y a aucune expression, aucune symptomatologie, il n'y a pas d'expression clinique, il n'y a pas de symptômes. On ne peut pas savoir si on est infecté par le BK que lorsqu'on réalisera ce qu'on appelle l'intradermoréaction à la tuberculine. J'explique qu'est-ce que ça veut dire cette infection latente. J'ai eu le BK, j'ai eu l'infection, mais je n'ai pas la maladie. Et comment je peux savoir que j'ai cette infection latente? Il faudrait un test à la tuberculine que je vais vous montrer tout à l'heure de comment il se fait ce test tuberculinique. Et c'est grâce à ça. Si j'ai mon IDR qui est positif, ça veut dire j'ai été en contact avec le BK. Il y a certains dans la littérature qui disent probablement si l'IDR continue à être négatif, même surtout dans les pays à haute prévalence de la tuberculose ou bien à prévalence intermédiaire comme en Algérie, on a toujours l'IDR qui est négatif. C'est probablement une destruction totale de ces cas, mais c'est rare et ça reste un point d'interrogation comme hypothèse. Mais la pénétration pour la première fois ou la primo-infection, elle surtout provoque une infection latente, une primo-infection latente non expressive cliniquement, mais on peut justement la détecter grâce à l'intradermoréaction à la tuberculine. Malheureusement, 5 à 10% de ces personnes-là vont, même après la première pénétration du BK, lors de la primo-infection, ils vont développer une primo-infection qu'on appelle patente
Pourquoi patente? Parce qu'elle devient expressive sur le plan clinique, elle devient symptomatique. Et quand est-ce qu'elle va apparaître, cette primo-infection patente? Elle va apparaître quand il y a un terrain d'immunodépression, à savoir le diabète, par exemple, qui est mal équilibré, ou bien la consommation d'immunosuppresseurs, de corticoïdes au long cours, ou carrément une maladie auto-immune qui permet de diminuer l'immunitaire des patients. Et dans 5 à 15% également, vous le savez, c'est comme dans le VIH. J'ai l'infection à VIH, mais je n'ai pas le sida parce qu'il n'y a pas une expression clinique. Il y aura expression clinique du sida que lorsque il y aura un taux justement de CD4, de lymphocytes CD4 qui sera effondré. Et à ce moment-là, je vais développer le sida. Pareil en matière de tuberculose, ceux qui ont fait l'infection latente, ils peuvent faire une tuberculose tardivement, dans 5 à 15% des cas. On appellera ça, on parlera justement d'une réactivation endogène, c'est-à-dire que c'est les BK à l'état dormant qui se sont réveillés, qui se sont multipliés pour donner de nouveau une tuberculose évolutive. Est-ce que c'est clair? Parce que c'est très important de connaître la physiopathogénie de la primo-infection et de la tuberculose. Est-ce que c'est clair pour tous? Madame, excusez-moi. Madame, allez-y. Allez-y. Vous pouvez répéter un peu cette histoire parce que là, j'arrive pas à suivre. J'ai pas bien compris. Alors, regardez ce schéma-là. Je vous ai dit qu'il y a pénétration des BK par voie aérienne, arrivée au niveau du poumon profond, notamment au niveau des alvéoles. Ils vont se multiplier. À quel moment ils vont se multiplier? C'est quand il y a un état justement qui n'est pas adéquat, il y a l'état de l'hôte qui est immunodéprimé. Certains BK vont être détruits, ils vont être carrément détruits. Je vous ai dit ça reste un point d'interrogation et éradiquer la maladie, c'est une hypothèse de certains articles, mais dans la majorité des cas, quand il y a la pénétration pour la première fois dans l'organisme du BK, on va développer tous une infection latente. Qu'est-ce que ça veut dire l'infection latente? Ça veut dire j'ai l'infection, le BK est dans mon corps, mais je n'ai pas la maladie parce qu'il a été circonscrit grâce à mon état immunitaire. Ils sont phagocytés, ils restent à l'état dormant au niveau des macrophages. Mais lorsque… Madame, s'il vous plaît. Oui. Et là, est-ce que le patient, il est contagieux? Non, pas du tout. Pas du Infection latente, même IDR positif à la tuberculose, mais il n'est pas contagieux. D'ailleurs, on va voir la tuberculose pulmonaire. C'est la forme la plus contagieuse. La seule qui est contagieuse reste la tuberculose à microscopie positive. D'ailleurs, la miliaire, elle n'est pas contagieuse. On va voir pourquoi tout à l'heure, parce que je vais parler de toutes les formes de tuberculose. Alors, l'infection latente, c'est comme le VIH. Vous avez le virus dans le corps, mais vous n'avez pas le sida. Le sida n'apparaîtra que lorsque vous faites, par exemple, une grippe, par exemple, la maladie COVID-19, ou bien vous faites une tuberculose, le VIH va se réveiller et se transformer en maladie qui est le sida. Exactement pareil pour la tuberculose. Il va rester dans mon corps, mais sans qu'il y ait de tuberculose maladie. J'ai l'infection latente. Et comment savoir, par exemple, avant, quand on recevait les externes, ce que je faisais avec les externes, c'est quand je prends la tuberculine, je démontre aux personnes, à un externe, je lui fais moi-même l'intradermoréaction à la tuberculine, et puis les externes se font entre eux l'IDR pour voir s'ils ont été déjà en contact avec le BK ou pas. Voilà, ça c'est une façon de démontrer qu'on a une infection latente dans l'organisme. Seulement, cette infection latente, quand le BK il est à l'état dormant dans les macrophages, un jour, il peut se réveiller. Il va se réveiller, il va y avoir ce qu'on appelle une réactivation endogène. Ça veut dire que parce que j'ai mon infection latente, j'ai développé par exemple un diabète. Au cours du développement de ce diabète, mon immunité va diminuer et je vais faire une tuberculose. Et ça, elle est apparue dans 5 à 15% de la population, bien sûr, qui ont une immunité qui est effondrée ou diminuée.
Par contre, dans 5 à 10%, ça, les primo-infections patentes, c'est ce qu'on appelle les primo-infections patentes. Pourquoi patentes? Parce qu'elles sont parlantes de façon clinique. Ils présentent des symptômes. On va aller voir la primo-infection patente, comment elle s'exprime, dans 5 à 10%. Pourquoi il y a eu cette primo-infection patente juste après la pénétration pour la première fois du BK? Tout simplement, c'est dû à ce terrain qui était favorable. C'est un terrain immunodéprimé. Il peut être immunodéprimé par un diabète, par une maladie auto-immune, par, par exemple la prise des corticoïdes au long cours, qui sont des immunosuppresseurs également, etc. Voilà pourquoi j'ai développé cette tuberculose. Il faut savoir la primo-infection patente, et aussi c'est l'apanage des enfants qui ne sont pas vaccinés au BCG. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, merci beaucoup, madame. Alors, je voulais justement ouvrir... Ok, madame. Oui. Lorsque à la phase de l'infection patente, Oui. le malade est contagieux. Non. Non, Dans on les va deux voir la phases. primo-infection. On va voir la primo-infection. Il est contagieux s'il te fait une tuberculose à microscopie positive. Il peut y avoir, il y a tellement de BK dans le corps, il peut y avoir ce qu'on appelle carrément une dissémination au niveau bronchique par rupture d'un ganglion. À ce moment-là, il va devenir positif. Mais sinon, vous allez voir ce que c'est que la primo-infection. C'est une expression clinique un peu particulière. On va voir. Pourquoi? D'ailleurs, là, je vais ouvrir cette parenthèse pour que vous compreniez encore mieux. Vous savez pourquoi en Algérie particulièrement, on vaccine à la naissance? Eh bien, tout simplement pour créer cette infection latente. Ce qu'on appelle, ce n'est pas une infection latente qui est naturelle, mais qui est artificielle par le BCG. Je vais provoquer une infection artificielle à ce nouveau-né pour éviter justement cette primo-infection patente. Est-ce que vous comprenez? Oui, d'accord, merci. Voilà. C'est clair, merci. Alors, on va passer maintenant à la primo-infection. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un ensemble de manifestations anatomiques, cliniques, radiologiques et biologiques qui est pressenti par un organisme après le premier contact infectant avec le BK. Si je n'ai pas été en contact avec quelqu'un qui a une tuberculose pulmonaire richement bacillifère, c'est-à-dire qu'elle contient des BK dans les crachats, je ne pourrai pas être contaminée. D'accord? Si j'ai un épanchement pleural tuberculeux, il ne pourra pas me contaminer, sauf s'il a été secondaire. On va voir d'ailleurs comment il se fait dans les TEP, je vais détailler tout ça tout à l'heure. On va voir pourquoi les tuberculoses extrapulmonaires ne sont pas contagieuses. Et la seule qui est contagieuse et qui est transmissible, c'est la tuberculose pulmonaire à microscopie positive. D'accord? Et dans ce cas-là, il existe deux types, comme je l'ai expliqué, de primo-infection. Latente, moi je respire mes BK, mais je ne suis pas malade. Ils sont dans mon corps, ok? Ou bien, cette primo-infection est patente, elle va donner des signes cliniques. Il faut savoir également, cette primo-infection latente est la plus fréquente. Je vous ai montré qu'elle est supérieure à 90% des cas. Heureusement qu'elle est latente et que la majorité ne font pas l'infection. Et le diagnostic est fait grâce à ce qu'on appelle le virage tuberculinique. J'ai parlé de l'intradermoréaction à la tuberculine chez un sujet non vacciné. Je m'explique. Si je prends un sujet qui n'a jamais été vacciné et qui fait une IDR à la tuberculine qui est de 10 mm, il est positif, donc il a fait une infection latente. Par contre, si je prends un enfant de moins de 10 ans qui vient d'être vacciné à la naissance par le BCG, alors je ferai une IDR à la tuberculine, vous allez voir que l'IDR à la tuberculine, elle dépasse les 10 mm. Elle est de 10 parfois, elle dépasse les 10 mm. Est-ce que je dirais que c'est une primo-infection naturelle latente? Eh bien non, parce on a créé cette infection latente grâce au BCG, grâce justement à la vaccination BCG. C'est pour cela que parfois le diagnostic d'une primo-infection patente chez l'enfant est difficile. Est-ce que vous comprenez?
Je m'explique encore une fois, je donne un autre exemple. En Europe, en Occident, on ne vaccine pas à la naissance. Pourquoi? Parce qu'ils ont un niveau de vie tellement élevé qu'il y a très peu de tuberculose. C'est un pays à faible prévalence de la tuberculose, contrairement en Algérie, on est un pays à prévalence intermédiaire. Et à ce moment-là, eux, à la naissance, ils ne vaccinent pas. Mais s'ils reprennent, par exemple, ils suspectent un cas de tuberculose pulmonaire dans une classe, par exemple, d'enfants, ils vont faire l'intradermoréaction à la tuberculine. S'ils la trouvent positive à 5 mm, eh bien, ils disent, voilà, c'est une primo-infection. L'enfant a fait cette primo-infection. Pourquoi 5 mm est positif? Parce qu'il y a absence de vaccination BCG. Est-ce que c'est clair pour tous? Je veux que vous me répondiez, s'il vous plaît. C'est clair. Très bien. Oui, c'est clair. Très bien. La primo-infection latente, elle est absolument asymptomatique. Elle est asymptomatique. Je n'ai aucun signe. C'est par exemple, je prends d'ailleurs c'est ce qu'on fait aux étudiants, et certains on les trouve positifs à 7 mm, à 10 mm. Ah oui, ils sont asymptomatiques. Ils ont fait leur primo-infection latente. Ils ont été en contact avec le BK, mais ils n'ont pas fait la maladie. Ils ont fait l'infection qui est latente, qui n'est pas patente. Elle est expressive sur le plan biologique grâce à l'intradermoréaction à la tuberculine, mais il n'y a aucune symptomatologie respiratoire ni radiologique. D'accord? Alors, le seul moyen de faire le diagnostic de la primo-infection latente reste l'intradermo-réaction qu'on appelle IDR à la tuberculine, qui est purifiée de la PPD23 d'ailleurs, qui est préconisée par l'OMS. Tout a été préconisé par l'OMS. L'intradermoréaction à la tuberculine, c'est la même qu'on utilise dans le monde entier pour parler le même langage. Vous comprenez? Voilà le test. S'il vous plaît. Oui, l'IDR est le seul moyen pour faire le diagnostic pour les sujets non vaccinés ou la vaccinée. On le fait pour... Écoutez, quand il est vacciné, l'enfant restera, par exemple, vous êtes protégé pendant 10 ans et vous avez l'IDR à la tuberculine qui peut être positif. Mais au-delà de 10 ans, le vaccin BCG ne vaut rien. C'est-à-dire qu'il perd de son efficacité. Et l'intérêt de la vaccination BCG, c'est d'éviter l'infection patente, c'est ça? Absolument. C'est d'éviter les primo-infections patentes qui sont graves, notamment la miliaire, la méningite chez l'enfant. C'est ce qu'on craint le plus souvent, parce qu'ils peuvent mourir de ça ou bien carrément donner des séquelles, notamment la méningite tuberculeuse ou l'encéphalite tuberculeuse. Vous voyez un petit peu. Alors, pour faire le test cutané à l'intradermoréaction à la tuberculine, je voulais justement vous montrer, parce que vous ne faites pas la pratique en ce moment à cause de cette COVID-19, il y a un matériel qui est à utiliser, c'est une ampoule de tuberculine, c'est la PPD23. D'ailleurs, je vous conseille tous, et vous êtes obligés, il est sur le site, le guide national de lutte anti-tuberculose en Algérie, et il date de 2011. Vous pouvez le télécharger, vous êtes obligés de le lire parce qu'il est gros. Vous êtes obligés de le lire et de prendre note parce que c'est très, très, très important. On ne peut pas faire tout le programme national anti-tuberculose, toutes les tuberculoses comme ça. Moi, je vous ai résumé, je vous ai donné les grands titres qu'il faut connaître, surtout, c'est ce qu'il faut connaître. Et par la suite, il faut quand même se renseigner grâce à ce guide de lutte anti-tuberculose. D'accord? Alors, on a besoin de la tuberculine. On a besoin d'une aiguille intradermique, comme celle de l'insuline, par exemple, une seringue d'un millilitre, de l'alcool ou de l'éther avec compresse. La technique, il faut désinfecter la face antéro-externe de l'avant-bras. Vous allez me dire, pourquoi la face antéro-externe de l'avant-bras? C'est pour éviter justement qu'on ait des frottements par rapport à ce qu'on porte, par exemple des pulls avec des manches longues, etc. Et pourquoi la face antéro-externe? C'est pour que tout le monde, comme je viens de vous dire, parle le même langage. On fait l'intradermoréaction. Tout le monde doit la faire, que ce soit en Algérie, en France ou aux États-Unis, on doit la faire sur la face antéro-externe de l'avant-bras.
Regardez comment elle se fait la technique. L'injection, elle doit être superficielle. C'est sous la peau qu'elle doit se faire. Et comment orienter votre aiguille? Il faut que le biseau là, il va être juste face à vous. Hein, donc, vous allez le pénétrer très doucement, juste la pointe, vraiment sous la peau. Vous allez créer une papule qui ressemble à la peau d'orange. D'ailleurs, on l'appelle peau d'orange. Si vous n'avez pas cette papule de peau d'orange, c'est une mauvaise technique de l'intradermoréaction à la tuberculine. D'ailleurs, pour le faire, on a formé des agents, des techniciens de la santé qui la font parce qu'il faut que ça soit un qui est vraiment performant et qui a l'habitude de le faire pour avoir une IDR exacte. Est-ce que c'est clair? Donc, on repère le site d'injection à l'aide d'un crayon indélébile. Là, je ne vous ai pas montré. Regardez avec la pointe de mon curseur, le curseur, regarde, on trace justement grâce au stylo indélébile qui ne s'efface pas à l'eau. Hein, vous allez tracer un rond hein, pour après la lecture de l'intradermoréaction à la tuberculine, d'ailleurs qui doit se faire après 72 heures. Et comment calculer justement, comment savoir qu'elle est positive ou négative? Ce n'est pas l'érythème, parce que vous pouvez avoir une petite sensibilité autour de la peau qui est rouge, mais ce n'est pas ça. Vous ne devez pas justement mesurer l'érythème autour de la papule. On cherche, grâce à la pulpe du doigt, de l'index et du pouce, grâce à ça, on va essayer de délimiter l'induration, ce qui est dur, la papule dure. S'il n'y a pas cette induration, vous ne pouvez pas, même si c'est rouge, vous ne pouvez pas dire que j'ai une réaction positive à l'intradermoréaction à la tuberculine. Elle doit être dure. Une fois dure, je vais la délimiter grâce à mon index et à la pulpe de mon pouce et je prendrai une réglette qui est spéciale, d'ailleurs elle s'appelle tuberculine skin. Regardez cette règle qui est maniable, hein. Elle peut même vous la courber, elle est très maniable, elle est en silicone et vous allez justement prendre le diamètre transversal de la papule une fois délimité avec votre doigt. Vous prenez un stylo, vous délimitez celle du pouce et celle de l'index et puis vous prenez la réglette et vous la mesurez. Regardez ici, elle part de 0 jusqu'à 10, elle est de 10 mm. Alors, comment faire l'interprétation? L'interprétation, elle est faite uniquement par le médecin ou bien par l'infirmier ou par le technicien ou l'agent qui a été formé spécialement pour la tuberculine. D'accord? Alors, si pas de réaction, si vous faites cette intradermoréaction à la tuberculine, qu'il n'y a vraiment aucune réaction, ni papule, ni rougeur, ni rien, on dira qu'il y a une anergie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune réaction allergique, d'hypersensibilité. Anergie. Je l'ai mis ici en violet. Maintenant, si la papule est inférieure, ou l'induration est inférieure à 5 mm, on parlera de réaction négative. Ça, je donne l'interprétation en Algérie. Ça, c'est le programme national de lutte antituberculeuse qui nous donne justement, vous vous référez à ce guide, c'est pour ça que je vous dis, il faut se référer au guide. Si l'induration est supérieure à 10 mm, on dira que la réaction est positive. Si elle est entre 5 et 10, on parlera de réaction douteuse. Il faut savoir que l'intradermoréaction à la tuberculine, elle n'a aucun intérêt dans la tuberculose pulmonaire. Ce n'est pas l'intradermoréaction à la tuberculine. Là, je vais encore insister. Elle ne fait pas le diagnostic de la tuberculose pulmonaire. Attention, l'IDR, elle a un intérêt dans la primo-infection latente, si vous voulez savoir si vous êtes infecté par le BK, ou bien dans la primo-infection patente, ou bien dans les tuberculoses extrapulmonaires, qui a un intérêt vraiment d'orientation diagnostique. Est-ce que c'est clair? Oui. Dans la réaction douteuse, comment on peut confirmer si c'est positif ou bien négatif? Eh bien voilà, c'est la lecture. J'ai dit l'induration. Il faut que vous sentez quelque chose, la peau qui est dure. Là, vous avez injecté. Vous délimitez par rapport au pouce, la pulpe de votre pouce et de l'index, vous délimitez l'induration, là où c'est dur. Vous prenez un stylo, vous marquez au niveau du pouce et au niveau de l'index. Après, vous prenez votre réglette et vous mesurez en millimètres
tout simplement, et vous prenez toujours le diamètre transversal, pas le longitudinal, mais le transversal. C'est clair? Oui, moi j'ai dit pour la réaction douteuse. Pour la réaction douteuse, si vous avez une IDR de 8 mm, elle n'est pas positive pour nous. Pourquoi? Parce qu'on est un pays à prévalence intermédiaire de tuberculose. C'est-à-dire, et en plus, on a vacciné au BCG. C'est pour cela que c'est important de dire, par exemple, surtout chez les enfants, dans les IDR, dans les primo-infections patentes, on a besoin vraiment de ces chiffres-là de façon exacte, hein, et dans les tuberculoses extrapulmonaires. D'accord? Si elle est entre 5 et 10, oui, on ne peut pas savoir dire, voilà, j'élimine une tuberculose extrapulmonaire. Je ne peux pas l'éliminer de toute façon, de façon sûre. Par exemple, si j'ai un diabétique ou quelqu'un qui est sous immunosuppresseur, je ferai une intradermoréaction à la tuberculine, par exemple dans les lymphomes. Ça m'oriente. Si l'IDR, elle est négative, ça veut dire que je ne suis pas dans la tuberculose parce qu'il a d'abord c'est pas une tuberculose, c'est probablement parce que les lymphomes, le diabète donnent une diminution de l'immunité. Donc, l'IDR, elle ne peut pas prendre parce que c'est une immunité cellulaire. Est-ce que c'est clair? Oui. Alors, sur le plan clinique, comment elle se manifeste maintenant, la primo-infection tuberculose patente? C'est là que c'est important. On a vu la latente. Il n'y a pas d'expression clinique. Ils sont asymptomatiques. Le diagnostic est fait grâce à l'intradermoréaction à la tuberculine. Maintenant, la primo-infection tuberculose patente, c'est-à-dire qu'elle peut être expressive cliniquement, c'est-à-dire qu'elle peut donner des symptômes que dont le patient va se plaindre pour venir consulter. Mais il faut savoir, même cette primo-infection patente, le plus souvent, elle est asymptomatique. Je m'explique. Il y a des malades qui viennent pour un autre problème en pneumologie, par exemple pour asthme, pour sarcoïdose ou autre, et on tombe sur le cliché thoracique de face des lésions qui nous disent que c'est un patient qui a fait une première infection patente. Je vais vous montrer des lésions. Alors, quand vous posez la question au patient, est-ce que vous avez fait de la température? Est-ce qu'elle passe inaperçue? Vous voyez? Donc, vous pouvez avoir une petite adénopathie qui est calcifiée. Vous pouvez avoir un petit champ d'inoculation au niveau de la base qui passe inaperçu, qui se calcifie, qui se guérit de façon spontanée sans que le patient reste symptomatique. Mais on peut être symptomatique. Il y a une frange de patients qui va présenter des symptômes tels que la fièvre, un petit fébricule qui va de 38. En général, il ne dépasse pas les 39 degrés, mais on peut les voir dans les primo-infections patentes contre la miliaire qui présentera une fièvre en plateau jusqu'à 40. Donc, fièvre est modérée. C'est un petit fébricule de 38, 7, 38, 9, 39. L'érythème noueux, je vais vous montrer ce que c'est que l'érythème noueux. Comme vous n'êtes pas dans les services, je vais vous montrer une image. On peut avoir une pleurésie suite à une primo-infection. L'évolution, elle peut être spontanément favorable dans 90% des cas, sans que le patient, justement, consulte chez vous. Il a des petits symptômes qui ne sont pas très gênants et qui passent vraiment inaperçus. L'évolution, par contre, vers une tuberculose maladie, on l'avait vu tout à l'heure, c'est dans 5 à 10% des cas. Hein, il peut y avoir une dissémination par voie bronchique, c'est-à-dire un ganglion, rappelez-vous, une fois au niveau des alvéoles, il va créer des macrophages, il va créer un relais ganglionnaire, il va traverser le relais ganglionnaire et donner une adénopathie. Cette adénopathie, lorsqu'elle se remplit de caséum, parce qu'il y a une multiplication importante de BK, elle va, c'est comme un furoncle au niveau de la peau, il va justement dégager le pus qui est le caséum. Et comment il va le faire? Soit il va se rompre, il y aura une rupture à travers les branches et donner la tuberculose pulmonaire, soit au contraire, c'est une dissémination par voie lymphatique ou hématogène. À ce moment-là, elle va donner des tuberculoses extra-pulmonaires. Est-ce que c'est clair? Vous voyez que la primo-infection patente, elle évolue vers une tuberculose pulmonaire ou bien vers une tuberculose extra-pulmonaire. Est-ce que c'est clair jusque-là? Madame, Oui. Madame, j'ai pas compris bien pourquoi la primo-infection patente est asymptomatique.
le plus souvent, elle n'est pas vraiment asymptomatique, mais elle peut passer inaperçue. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne défense immunitaire, tout simplement. Même si on n'est pas vacciné par le BCG, il suffit d'avoir une bonne immunité. Et ben, le patient, il a des petits symptômes qu'il ignore carrément et on ne peut pas le savoir jusqu'à ce qu'un jour, je vous dis, on fait une radiographie, on trouvera une petite adénopathie qui est calcifiée ou bien un chancre d'inoculation au niveau de la base du poumon. On dira voilà, on posera d'ailleurs des questions. Il y a même des tuberculoses pulmonaires qu'on retrouve sur les clichés qui n'ont jamais consultés, ils ne sont pas connus comme étant des tuberculeux et qui ont guéri à leur propre compte grâce justement à l'immunité. Tout dépend de l'immunité de l'hôte. Est-ce que c'est clair? Donc, et là, le patient n'est pas contagieux. Non, non, non. La tuberculose extrapulmonaire n'est pas contagieuse. Mais s'il évolue vers une tuberculose pulmonaire, si. D'accord? Non, au cours d'une infection patente. Non. Sans l'évolution. Très bien, non, ok. non, du tout. Comment se fait la dissémination par voie bronchique? Vous pouvez nous répéter ce point-là? Je viens de dire, je vous ai dit, il y a toujours, c'est comme, imaginez, je vous donne un exemple pour bien comprendre. Vous avez un furoncle au niveau de l'avant-bras. Alors, comment il va réagir le corps à votre avis? Il va y avoir une inflammation, ce qu'on appelle la lymphangite. D'ailleurs, vous allez suivre, il y a un furoncle au niveau de la peau, et puis ce furoncle, il va donner un trajet qui est inflammatoire rouge. Et si vous palpez, par exemple, que ce soit au niveau inguinal ou bien au niveau de l'avant-bras, vous allez retrouver une adénopathie qui s'exprime parce qu'on dit, voilà, il y a un foyer inflammatoire à ce niveau. C'est exactement comme la tuberculose. Il va y avoir un trajet, un relais ganglionnaire qui va justement se multiplier, les bécas vont se multiplier au niveau de ce ganglion. Il va y avoir du caséum, mais à un moment donné, c'est comme un furoncle, je viens de vous le dire, un furoncle qui se remplit de pus, il est obligé de sortir, soit vous le crevez vous-même en incisant l'abcès, ou bien carrément, à un moment donné, il va trouver un moyen de sortir par un petit cratère. C'est la même chose au niveau ganglionnaire, il va se rompre dans les branches et donner la tuberculose pulmonaire. Je ne sais pas si j'ai été claire là. Oui, c'est clair, merci. Alors, là, je voulais vous montrer, regardez la infection tuberculeuse patente. Vous avez vu cet érythème noueux qui sont des nodules très douloureux. Ils sont spécifiquement localisés au niveau des jambes, à la face antérieure des jambes ou bien la face interne des cuisses. Je vous ai montré ici la cuisse, la face interne de la cuisse et ici la jambe et qui sont violacés. D'ailleurs, l'évolution se fait comme un arc-en-ciel. Ils vont rouge violacé et puis ils vont devenir par la suite jaunâtres jusqu'à disparaître. D'accord? Les signes radiologiques. Alors, sur le plan radiographique, si c'est un patient qui présente une primo-infection patente avec de la température et qui dure dans le temps, il n'y a pas de notion de grippe, il n'y a rien, mais vous faites une radiographie thoracique. Qu'est-ce que vous allez trouver dans la primo-infection patente? Un chancre d'inoculation, adénopathie médiastinale, on peut avoir un épanchement pleural, on peut avoir une miliaire tuberculose fébrile. Sur le plan biologique, vous avez une IDR à la tuberculine qui est positive. Vous pouvez avoir un syndrome inflammatoire, c'est-à-dire la CRP qui est positive, fibrinogène, et vous avez la VS qui est accélérée. Et il faut rechercher le BK, justement, qui est le plus souvent négatif. Mais il faut le faire de façon systématique et il est négatif. Alors, en primo-infection, pourquoi il est négatif, la recherche au BK? Au niveau des crachats, bien sûr, c'est une tuberculose extrapulmonaire le plus souvent, donc elle est négative. Mais on le fait de façon systématique, vous comprenez. Donc, si vous avez une adénopathie médiastinale, il faut le faire. Voir s'il n'y a pas eu, peut-être, au niveau bronchique, une petite rupture d'un ganglion. Donc, il faut absolument le chercher de façon systématique. D'accord? Alors, j'arriverai… Oui, allez-y. Madame, c'est quoi un chancre d'inoculation? Je vais vous le montrer. Un champ d'inoculation, je vais vous le montrer. J'ai parlé sur le plan physiopathique, je vais vous le montrer sur la radio, je vais vous expliquer. Là, à ce stade, il y a un diagnostic différentiel. Par exemple, vous avez cet érythème noueux, mais sans avoir de signe radiologique. Vous avez l'IDR qui est le plus souvent négatif. Donc, érythème noueux dans la primo-infection tuberculeuse, vous pouvez la confondre
à l'érythème noueux streptococcique, une angine. D'ailleurs, il faut éliminer ça chez les enfants. C'est un diagnostic d'élimination. Vous avez les aslos qui sont au plafond et vous avez une angine à l'examen clinique. Et vous avez un autre érythème noueux que vous devez évoquer devant tout érythème noueux, notamment chez l'adulte. C'est rare chez les adultes. Les primo-infections patentes, elles se trouvent beaucoup plus chez les enfants et l'adulte jeune. Elle est rare chez les sujets âgés, mais on peut les avoir en cas de terrain immunodéprimé. Et là, également, il y a la sarcoïdose. La sarcoïdose, elle peut vous donner l'érythème noueux, mais avec une IDR qui est négative. Vous comprenez? Donc, les diagnostics différentiels à ce stade d'érythème noueux, de primo-infection, il faut éliminer une tuberculose, il faut éliminer justement une sarcoïdose ou bien une angine streptococcique ou bien une infection streptococcique par les asthmes. Madame. Oui. Madame, je n'ai pas compris pourquoi au cours de la primo-infection patente, le patient n'est pas contagieux alors qu'il y a des manifestations cliniques. Alors, vous n'avez pas encore compris. Je vous ai dit dès le départ, au début, que la transmission de la tuberculose, elle se fait par une tuberculose pulmonaire à microscopie positive, c'est-à-dire que le frottis dans les crachats est positif, que ce soit dans les crachats, que ce soit dans le tubage gastrique, que ce soit dans le liquide d'aspiration bronchique. Ça, c'est important de le savoir. La transmission, on ne peut pas avoir une tuberculose si on n'a pas les crachats positifs. Ça, il faut le retenir. Pour casser la chaîne de transmission, c'est pour cela, vous avez vu la courbe, comment elle descendait, parce qu'on traitait tous les cas M+, qu'on a évité les primo-infections et l'évolution vers ces primo-infections patentes et vers la tuberculose pulmonaire. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon, c'est clair, merci. Alors, pour celui qui m'a demandé chanque d'inoculation, j'ai pris une radio, c'est pour ça que je voulais vous voir. Regardez à droite. Vous avez un île ici, un petit ganglion. Est-ce que vous le voyez? S'il vous plaît. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Vous arrivez à me suivre? Oui, madame. Oui, madame. Alors, regardez. Attendez le curseur. Voilà. Regardez au niveau hilaire. Ici, vous avez un ganglion qui est calcifié. C'est une primo-infection chez un adulte. Hein. J'ai récupéré sa radio. Regardez le relais lymphatique. Regardez, il y a un trajet. Et au niveau de ce trajet, il y a ce qu'on appelle le chancre d'inoculation, qui est un petit nodule, un tuberculum, de la tuberculose, qui s'est calcifié parce qu'il y a eu une destruction des BK à ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle le chancre d'inoculation. Il est suivi par ce relais lymphatique, ce qu'on appelle la lymphangite. Vous savez, dans les abcès, je ne sais pas si vous connaissez un peu les infections cutanées, etc. Vous avez une lymphangite, c'est exactement pareil au niveau pulmonaire. Il y a cette lymphangite qui se fait grâce à ce relais lymphatique. Et ça, c'est pathognomonique d'une primo-infection. J'ai mis un agrandissement ici. Regardez des ganglions, il n'y en a pas que celui-là, il y a même celui-là. Regardez au niveau hilaire, des ganglions calcifiés avec un trajet lymphatique. Et à la base, c'est vraiment pathognomonique. Vous avez ces nodules qui sont calcifiés, c'est les BK qui sont piégés au niveau alvéolaire et qui se sont calcifiés. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, c'est clair. Oui, madame, merci. Merci. Alors, là, c'est une primo-infection également qui peut se voir, soit avec un gros ganglion qui est ici et qui est compressif. Et souvent, on ne les retrouve pas. C'est un diagnostic différentiel avec la sarcoïdose. Vous allez voir le cours de la sarcoïdose, je ne sais pas s'il est dans le programme. Vous avez des ganglions qui sont en général bilatéraux et qui sont symétriques. Dans la tuberculose, par contre, ils sont le plus souvent unilatéraux. Ils sont volumineux. Chez les enfants, ils sont beaucoup volumineux. D'ailleurs, ils simulent un petit peu les lymphomes ganglionnaires. Et c'est le diagnostic différentiel avec les lymphomes. Ils sont compressifs. Si on regarde, vous n'avez pas encore fait la radio, mais tout ça va venir, bien sûr, quand on fera les séances de radiographie thoracique. Vous avez un ganglion qui est énorme, médiastinal, et qui comprime la branche souche droite, gauche plutôt. Regardez, cette compression, elle s'est réduite vraiment en une branche très, très fine.
Et là, c'est ce qu'on dit, c'est un ganglion qui est compressif. Vous pouvez le voir dans la tuberculose. Et vous avez également dans la primo-infection une tuberculose pleurale. Elle fait suite à une primo-infection. Donc, on va voir tout ça dans les TEP. Je ne vais pas détailler maintenant, mais je vais détailler dans les tuberculoses extra-pulmonaires. Alors, la primo-infection également peut vous donner ça. Une rupture d'un ganglion dans les branches, il va y avoir une tuberculose pulmonaire. Elle peut être, regardez le siège, c'est pour ça qu'il est aérobique. Il a besoin d'oxygène. Et pourquoi? Le plus souvent, la localisation de la tuberculose pulmonaire, elle se fait au niveau des apex, parce que la ventilation est beaucoup plus importante. Qui dit ventilation importante, ça va en décroissance de la base, du sommet plutôt aux bases. La ventilation est importante au niveau des sommets parce que l'anatomie qui fait que l'air pénètre au niveau des sommets de façon plus rapide et de façon plus importante et elle descend au fur et à mesure au niveau des bases et elle est riche, cette ventilation, il y a de l'air, donc riche en oxygène. C'est pour ça qu'il y a une prédilection. Il préfère le BK se multiplier au niveau des sommets et notamment au niveau des segments postérieurs. Vous voyez ici, elle peut donner même une tuberculose pulmonaire bilatérale au niveau des sommets. Maintenant, on va passer à la tuberculose miliaire. C'est une primo-infection patente. Vous voyez, on peut avoir un érythème noueux, on peut avoir un champ d'inoculation avec adénopathie, on peut avoir un épanchement pleural, on peut avoir une tuberculose pulmonaire post-primaire, c'est-à-dire juste après le contact avec le Mycobacterium tuberculosis. Et vous pouvez avoir également la tuberculose miliaire. C'est une forme qui est due à la dissémination hématogène. Attention, vous pouvez avoir deux formes de miliaire. On peut avoir la miliaire hématogène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le BK s'est disséminé à partir des voies lymphatiques ou de la voie hématogène. Par contre, la miliaire bronchogène, c'est dû à un ganglion qui a fait sa rupture au niveau bronchique. D'accord? Alors, la tuberculose miliaire, vous avez en général de la fièvre. Oui. Vous pouvez répéter? Je répète quoi? La tuberculose miliaire. Alors, vous pouvez avoir deux formes de miliaire. La miliaire hématogène, on ne peut pas trouver de caverne au niveau radiologique, mais par contre, la miliaire bronchogène, c'est-à-dire qu'il y a rupture des ganglions, elle s'est faite dans les branches. À ce moment-là, vous avez un aspect de miliaire, mais avec des cavités. Et à ce moment-là, on parlera de bronchogène. Vous allez voir ça sur les radiographies. D'accord? C'est bon? Pourquoi il est appelé miliaire? Alors, très bien, c'est une bonne question. Je ne voulais pas en parler maintenant parce que je vais faire le cours sur la miliaire. En fait, pourquoi miliaire? Je ne sais pas si vous connaissez les graines de mil. Les graines de mil qui sont des petits grains qui sont souvent transférés, d'ailleurs qui est cultivé en Asie, en Afrique et qui est utilisé, sont des petits grains blanchâtres, très, 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 très fins. C'est vraiment, ils ont une taille de la tête d'une épingle. Et vous connaissez une épingle à coudre. C'est vraiment cette taille-là. On l'appelle graines de mil. Ces graines de mil sont utilisées pour renforcer l'immunité. Ils font des bouillons avec, etc. Donc, c'est une plante qui, vous pouvez la rechercher. Moi, je ne connais pas comment ça s'appelle en arabe, mais ce sont des graines de mil qui sont une forme de céréale très riche en protéines, qui est très utilisée en Asie et en Afrique. Alors, les signes de la tuberculose miliaire, c'est l'altération de l'état général, la fièvre au long cours qui dépasse les 40 degrés, avec des signes respiratoires comme la polypnée, une dyspnée, etc. On peut avoir des signes méningés. La miliaire tuberculeuse, obligatoirement, vous devez rechercher toutes les localisations. Qui dit miliaire hématogène au niveau pulmonaire, forcément, il doit y avoir une autre localisation au niveau de l'organisme, que ce soit au niveau du rein, au niveau des méninges, au niveau cérébral, au niveau du péricarde, du péritoine, etc. Regardez les signes méningés, les signes de dissémination cérébrale,
péricardite, méningite, péritonite, atteinte osseuse. Donc, la miliaire, c'est comme dans le cancer, vous devez rechercher des signes d'extension. D'accord? Alors, regardez sur le plan. Pardon? Oui, elle est assez fréquente, la méningite, dans les miliaires tuberculeuses, même la tuberculose rénale. D'accord? Alors, là, sur le plan radiologique, regardez ce que vous avez. C'est ce qu'on appelle les graines de mil. Elles sont punctiformes. Ce sont des nodules, micronodules, moins d'un micron. Hein? Alors, vous voyez ici, qui sont disséminés et qui sont symétriques, répartis de façon uniforme, bilatérale. La particularité de la miliaire tuberculeuse, c'est qu'elle est très dense. Elle ressemble un peu aux graines de mil. C'est pour ça qu'on l'appelle miliaire tuberculeuse. Et ce qu'on constate ici, c'est qu'il y a même une augmentation de l'index cardiothoracique. Il y a probablement une péricardite qui est associée. D'accord? Donc, le diagnostic de la miliaire, il se fait grâce à la radiographie du thorax. Il faut mémoriser ça. C'est vraiment le diagnostic de la miliaire, il se fait à la radiographie thoracique. Sur le plan bactériologique, en général, les tubes gastriques, parce que le malade... miliaire, dit par qui trompe le ganglion. Ben oui, par voie lymphatique hématogène. Ben oui, la primo-infection, après le BK, il va se disséminer dans tout l'organisme. Le BK circule dans le sang, c'est pour ça qu'on parle d'hématogène. S'il vous plaît, ne parlez pas tous à la fois, j'entends rien. Pardon? Alors, je continue. Pour le diagnostic, il faut absolument faire les tubages gastriques parce que l'examen direct est négatif, pratiquement 100% négatif. C'est une toux sèche et c'est une forme qui n'est pas contagieuse. Pourquoi elle n'est pas contagieuse? Parce qu'elle est extrapulmonaire. Le BK, il n'est pas dans le poumon. Il est passé dans le poumon par voie hématogène, par voie sanguine. Alors, le bilan d'extension, vous avez le fond d'œil. Il faut rechercher s'il n'y a pas des signes indirects de la méningite en recherchant un œdème palpébral. Exceptionnellement, on peut retrouver des tubercules de Bouchu. Si vous trouvez des tubercules de Bouchu, c'est vraiment pathognomonique de la tuberculose avec une dissémination au niveau méningé. La ponction lombaire est obligatoire dans la miliaire tuberculeuse. On retrouve une hypoglycorachie. Et comment reconnaître une hypoglycorachie? Vous la comparez à la glycémie, ça veut dire qu'il y a une diminution du glucose dans le liquide céphalorachidien. Et comment savoir qu'il y a une hypoglycorachie? Vous la comparez à la glycémie sanguine. Si elle est de 1 gramme au niveau du sang, vous devez la retrouver moins d'1 gramme au niveau du liquide céphalorachidien. Il y a également docteur, pourquoi il y a une hypoglycorachie? Et parce que tout simplement... Comment? Vous parlez tous en même temps, donc c'est pas possible. Hein? Vous parlez tous en même temps, donc c'est pas possible. Hein? Pourquoi il est... Pardon? Docteur, j'ai dit pourquoi il y a une hypoglycorachie. Oui. Et parce que le BK, il ne se développe pas avec du glucose, hein, c'est ça. Et l'hyperalbuminorachie parce que tout simplement, il y a ce qu'on appelle un liquide qui est hyper tendu, qui est très riche en protéines. C'est pour ça qu'il y a une hyperalbuminorachie. Voilà. L'échocardio, il faut la faire comme je vous ai montré. Il peut y avoir augmentation de l'index cardio-respiratoire. À ce moment-là, faites une échocardio pour retrouver s'il n'y a pas d'épanchement péricardique. Il faut faire également la TDM abdominale à la recherche d'adénopathie profonde, d'acide, carrément de péritonite, etc.
Le CB des urines doit se faire de façon systématique. Faites l'examen direct et culture. On va voir tout ça tout à l'heure. Madame, Oui, dans le cas de la milière bronchogène, est-ce qu'elle est contagieuse ou pas? bien sûr qu'elle est contagieuse. La tuberculose, la miliaire bronchogène, elle est contagieuse parce que vous allez avoir des cavités dans le parenchyme pulmonaire. Elle n'est pas passée dans le sang, mais le trajet a été fait par rupture des ganglions dans les branches. Je répète toujours la même chose, mais il faut être attentif à ce que je dis, parce que c'est difficile de répéter tout le temps la même chose. Est-ce que c'est clair jusque-là? Pardon, oui, mais même si... Allô? Oui? Même si la dissémination a été faite par voie hématogène jusqu'au poumon. Non, Donc, vous n'avez pas compris ce que je vous dis. Franchement, moi, j'arrive pas il faut à capter suivre ça. ce que je vous dis. Non, je vous ai dit, quand il n'y a pas de rupture au niveau bronchique, c'est une miliaire hématogène. Quand il y a rupture sur le plan radiographique, vous allez retrouver une image, d'ailleurs, qui est atypique de miliaire avec des cavités. Ça veut dire que la dissémination, elle s'est faite par voie bronchogène et pas par voie hématogène. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. OK. Alors, il y a aussi la tuberculose pleurale. Je vais passer rapidement parce qu'on va faire les tuberculoses extrapulmonaires. L'épanchement, donc, il survient pendant ou après une primo-infection tuberculeuse. Il atteint les sujets jeunes dans plus de 62% des cas. Et l'âge moyen, en général, c'est l'apanage des jeunes. L'âge moyen est de 35 ans. Maintenant, dans les pays développés, au contraire, c'est les sujets âgés. Pourquoi les sujets âgés? Parce qu'eux, ils n'ont pas de tuberculose. Donc, les sujets jeunes ne sont pas atteints de tuberculose. C'est les sujets âgés par dépression, immunodépression ou bien dépression de l'état immunitaire des sujets âgés. Alors, l'éthiopatogénie de la tuberculose pleurale, d'abord, elle est de diagnostic difficile. Ça, je vais passer rapidement parce que je vais le faire dans les TEP. Ou bien, ça ne fait rien, je vais expliquer l'éthiopatogénie. Le diagnostic des pleurésies tuberculeuses, vous le savez qu'il est difficile, malgré l'accessibilité à la biopsie pleurale. On fait rapidement la biopsie sans aucun problème. Le problème de la PSF tuberculeuse, c'est qu'elle n'est pas due à l'action directe du BK, mais c'est une réaction d'hypersensibilité retardée. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des antigènes au niveau de la cavité pleurale et qui vont provoquer cette réaction d'hypersensibilité. Donc, on retrouve des antigènes mycobactériens et non des BK dans la plèvre. C'est pour ça qu'on l'appelle paucibacillaire. Elle est pauvre en BK. Pourquoi elle est pauvre en BK? C'est parce que c'est dû à une réaction antigénique du Mycobacterium tuberculosis. Et le diagnostic devient difficile. Pourquoi difficile? Parce que la biopsie, elle se fait à l'aveugle grâce à l'aiguille d'Abrams ou bien de Castella. Vous n'êtes pas en stage, malheureusement. On ne peut pas vous montrer encore ça. On prend, donc on crée une petite brèche, on introduit le trocar de la biopsie, on prend des fragments de la plèvre à l'aveugle. Donc, on ne sait pas est-ce qu'on est tombé sur des micronodules localisés au niveau de la plèvre ou pas. Donc, on prend à l'aveugle des fragments de pleuraux qu'on analyse. Parfois, on tombe sur l'atteinte pleurale, sur des micronodules qui vont justement être positifs en montrant à l'anapathe le fameux granulome tuberculoïde avec nécrose caséeuse au centre, mais parfois, ils nous répondent qu'il n'y a pas de nécrose caséeuse ou bien carrément inflammation chronique. On essaye de faire 2, voire 3 biopsies pleurales. Sinon, on regroupe tous les arguments de présomption, c'est ce que je vais parler, pour parler de tuberculose ou bien de diagnostic de présomption. Alors, quand il y a pénétration, quand il y a l'évolution de la primo-infection vers une tuberculose pleurale, on va avoir au niveau de la plèvre une prédominance de polynucléaires neutrophiles non altérés. Attention, quand ils sont altérés, ce n'est pas la tuberculose, c'est à germe pyogène, c'est-à-dire germe banal, soit
le staphylocoque ou bien le pneumocoque ou autre germe que la tuberculose. Dans les 2 premières semaines, on va avoir un afflux de polynucléaires qui vont essayer de défendre l'hôte contre ce mycobactérium, contre ces antigènes qui sont dans la plèvre. Mais après, à la 2e semaine, il va y avoir le développement de la lymphocytose, c'est-à-dire que au niveau de la plèvre, il va y avoir une attraction, un afflux de lymphocytes au niveau de la plèvre, du périphérique vers la plèvre, c'est-à-dire qu'il va y avoir un afflux du sang, des polynucléaires, des lymphocytes plutôt vers la plèvre pour essayer de booster la défense immunitaire à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on parle de lymphocytose. À partir de la 2e semaine en général, vous avez une prédominance lymphocytaire au niveau du liquide pleural et non pas des polynucléaires. Au début, dans les 10 premiers jours, vous allez avoir ce qu'on appelle une formule panachée, c'est-à-dire faite de polynucléaires non altérés et de lymphocytes. Mais à partir de la 2e semaine, il va y avoir une prédominance lymphocytaire parce que c'est ces lymphocytes-là qui vont larguer des cytokines afin de défendre l'organisme contre ce mycobacterium tuberculosis. Là aussi, le glucose et le pH, ils sont habituellement abaissés, mais ce n'est pas spécifique à la tuberculose. Et on peut avoir la présence également de 5% de cellules mésothéliales, mais au-delà de 5%, il faut suspecter autre chose. Est-ce que c'est clair sur le plan pathogénie? Vous êtes là avec moi? Madame, le glucose, il est abaissé au niveau du sang, là? Non, 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 au niveau du liquide pleural. C'est comme la méningite. On avait hypoglycórachie, d'accord? Et une hyperalbuminorachie. C'est la même chose au niveau de la plèvre. Vous avez un taux de glucides qui est diminué, un pH qui est diminué avec richesse en protéines. Donc, il y a un taux d'albumine qui est très élevé au niveau du liquide pleural également. Le diagnostic, donc c'est un diagnostic de présomption. L'interrogatoire est très, très important à la recherche de notions de comptage. La notion de comptage n'est retrouvée dans les épanchements pleuraux que dans 1/4 des cas, c'est-à-dire 25% des cas. Sinon, vous ne la retrouvez pas. Le début est brutal. Vous le savez, le début, pourquoi il est brutal? Parce qu'elle fait suite à une primo-infection patente. C'est rapide, d'accord? Et puis, vous avez un petit fébricule de 37,8, 38, une toux sèche avec douleur basithoracique, avec dyspnée, qui peut être en rapport avec l'abondance du liquide. Et l'examen physique va retrouver un syndrome d'épanchement pleural. Là, je vais à l'examen clinique. Je vais ouvrir une parenthèse, s'il vous plaît, pour tous les externes, pour que vous ayez plus de notions. Et moi, je trouve que c'est important, c'est l'occasion ou jamais de revoir votre sémiologie. Il y a le livre de Madame Hamladi qui est toujours à la page. Et vous allez revoir tous les syndromes respiratoires, même les autres, vous revoyez la cardiologie parce que vous allez faire tous ces modules-là en même temps. Donc, essayez de revoir votre sémiologie et ça sera beaucoup plus facile pour vous. Voir qu'est-ce que c'est qu'un syndrome d'épanchement aérien, qu'est-ce que c'est qu'un syndrome d'épanchement liquidien et qu'est-ce que c'est qu'un syndrome de condensation. C'est quoi un syndrome d'épanchement pleural? Je vais l'évoquer, mais pour le retenir, il faut revoir l'examen. Comment faire une observation, comment faire l'examen clinique, c'est très, très, très important pour un médecin. Vous savez que plus de 80% de diagnostic est fait grâce à la clinique et à l'examen physique et grâce à l'interrogatoire. Essayez de revoir ça, s'il vous plaît, c'est important. C'est l'occasion ou jamais. Vous allez le garder même pour l'internat et même pour plus tard, même si vous faites autre spécialité que la pneumologie. C'est quoi un syndrome d'épanchement pleural? Eh bien, tout simplement une matité, diminution ou abolition du murmure vésiculaire avec la matité donc, plus une altération ou abolition du murmure vésiculaire. L'IDR à la et diminution des vibrations vocales. Ce n'est pas comme un syndrome de condensation, vous avez l'augmentation des vibrations vocales. Par contre, dans l'épanchement pleural, diminution ou abolition du murmure vésiculaire, selon l'abondance de l'épanchement,
diminution des vibrations vocales avec une matité franche à la palpation. L'IDR à la tuberculine qui est positif et souvent dans la tuberculose pleurale, elle n'est pas fortement positive. Le plus souvent, on ne dépasse pas les 7 mm, 8 mm. Rarement, on a des 10 à 15 mm. La radiographie va vous montrer un épanchement pleural isolé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lésion parenchymateuse. Donc, on parlera d'épanchement pleural tuberculeux post-primaire, c'est-à-dire qui suit justement une primo-infection, ou bien associé à des lésions parenchymateuses. Quand vous avez un épanchement pleural associé à des lésions parenchymateuses, ce n'est pas l'épanchement qui est primitif, il est secondaire, il est dû à la rupture d'un nodule tuberculeux qui a pété au niveau de la grande cavité et qui a donné justement la tuberculose pleurale ou tout simplement par propagation. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui, c'est clair. Merci. Alors, là, sur le plan bactériologique, vous allez faire un bilan standard. La formule numération sanguine, elle a son intérêt. Pourquoi? Parce que dans la tuberculose, vous n'allez pas avoir une hyperleucocytose. Donc, c'est une formule qui est le plus souvent normale, avec des taux de globules blancs qui est tout à fait normal. Par contre, vous pouvez trouver une petite anémie, etc. D'accord? Mais le taux de globules blancs, il n'y a pas d'hyperleucocytose. S'il y a hyperleucocytose, il faut discuter un épanchement d'origine bactérienne à germe banal. La ponction pleurale, il faut faire ce qu'on appelle la ponction pleurale exploratrice avant de faire votre biopsie. On va prélever 3 tubes. Un tube pour la cytologie, un tube pour la microbiologie et un tube pour la biochimie. La biochimie, c'est pour voir si c'est un épanchement mécanique, c'est-à-dire un taux d'albumine ou un taux de protéines est inférieur à 30 grammes par litre, ou bien retrouver également dans la tuberculose, il est supérieur, c'est un liquide inflammatoire, il doit être supérieur à 30 grammes par litre. Donc, c'est un liquide inflammatoire et non mécanique. Vous pouvez avoir également, à la cytologie, on a dit soit une formule panachée dans la première semaine, qui dit formule panachée, c'est-à-dire des polynucléaires non altérés et des lymphocytes. Mais à la deuxième semaine, souvent c'est des questions qui reviennent au QCM, vous avez 100% de lymphocytes. Mais ce n'est pas pathognomonique de la tuberculose. Vous pouvez avoir ça dans les autres formes, dans les autres étiologies d'épanchement pleural, comme les néoplasiques. D'ailleurs, c'est le diagnostic différentiel. Et vous avez la microbiologie. On a dit il est paucibacillaire. C'est une réaction d'hypersensibilité retardée et non pas due à l'action directe du Mycobacterium sur la plèvre. C'est pour cela qu'elle est faible en bacille. Elle est extrêmement négatif dans moins de 5% des cas de l'examen direct. Pratiquement, nous, on n'en a jamais retrouvé. Dans ma thèse particulièrement, j'ai trouvé 0% à l'examen direct. Et la culture, elle est moins de 10%. Elle est également paucibacillaire. Vous voyez que c'est un épanchement qui n'est pas dû à l'action directe du Mycobacterium tuberculosis. Le diagnostic de certitude, il est fait à l'anatomopathologie. Il vous donne un diagnostic rapide en moins de 4-5 jours, un biopsie pleurale qui est positive que dans 60 à 80% des cas. Dans les 20% des cas, elle est négative. On retrouve un granulome caséofolliculaire. Rappelez-vous, c'est une histologie pathognomonique de la tuberculose. La culture, on fera également, quand on fait la biopsie, on fait une biopsie dans laquelle on mettra dans le liquide de Boin pour faire l'étude anatomopathologique. Les autres fragments, on peut les mettre dans du sérum salé, sérum physiologique, et l'envoyer pour faire la culture des fragments, c'est-à-dire aux microbiologistes de faire l'incubation et nous faire la culture, c'est des fragments. Il a quand même son importance dans le diagnostic de la tuberculose pleurale. Est-ce que c'est clair? Allô, allô? Oui. Oui, oui, merci madame. Alors, le diagnostic différentiel de la pleurésie tuberculeuse, je ne vais pas, parce que honnêtement, j'ouvre une parenthèse, moi, je devais faire les TEP. Et comme une autre personne devait vous faire tout ce qui est transmission et primo-infection. Mais malheureusement, c'est pour ça que je vais répéter ça, je les ai faites
Après, je vais les répéter dans les TEP, mais ce n'est pas grave. Hein. Épanchement, je vais passer rapidement dans les TEP. Le diagnostic différentiel, l'épanchement pleural à germe banal. On a dit ici, la culture est positive au bout de 72 jours. Vous retrouvez le germe, que ce soit du pneumocoque le plus souvent, le staph ou autre. L'épanchement pleural métastatique, c'est-à-dire ou bien primitif dans les mésothéliums, donc néoplasique. Il faut faire la différence notamment chez les sujets âgés. Et l'épanchement secondaire aux maladies systémiques, comme dans le lupus, dans les polyarthrites rhumatoïdes, dans les autres connectivites, comme la sclérodermie également, et faire le diagnostic différentiel avec l'épanchement mécanique. C'est beaucoup plus facile de faire le diagnostic différentiel avec l'épanchement mécanique. Comment? Eh bien, par le taux d'albumine. Si le taux d'albumine est inférieur à 4 ans, ce n'est pas un épanchement inflammatoire, c'est un épanchement qui est dû soit à une insuffisance cardiaque, soit à une étiologie vasculaire comme une embolie pulmonaire, soit justement dû à une insuffisance rénale. D'accord? C'est un épanchement réactionnel. Alors, le traitement de la primo-infection de la tuberculose... Madame, s'il vous plaît. Oui. Madame, donc, radiologiquement, on ne peut pas faire la différence non, mais si c'est bien un sûr. épanchement. Ah oui, quand vous faites d'ailleurs, c'est très très important. Maintenant, il y a quand même un changement dans l'épidémiologie en Algérie. Moi, dans ma thèse, par exemple, j'ai trouvé que la moyenne d'âge a dépassé les 35 ans. Maintenant, on va vers 45, voire 50 ans dans ma thèse, l'âge moyen. J'avais fait ma thèse sur la tuberculose, les cytokines dans la tuberculose pleurale, et j'ai retrouvé que l'âge moyen commence à augmenter parce qu'on a un meilleur niveau de vie et que la tuberculose commence à diminuer en Algérie. D'accord? Et dans les pays occidentaux, par exemple, le gros problème qui se pose chez eux, c'est chez les sujets âgés avec les épanchements néoplasiques. C'est très, très, très difficile parfois. On va vers la pleuroscopie. Si on fait, par exemple, 3 biopsies à l'aveugle pour une suspicion de tuberculose pleurale et c'est négatif, en 2021, on n'a plus le droit de passer à côté d'un épanchement néoplasique qui soit d'origine lymphomateux, c'est-à-dire dans les lymphomes, que ce soit d'origine métastatique d'un cancer à distance comme le cancer du sein, le cancer de l'endomètre, de l'ovaire, et on n'a pas le droit aussi de passer à côté d'un mésothélium, d'un épanchement d'origine mésothéliale, c'est-à-dire un mésothélium malin. C'est très, très important de faire le diagnostic de la pleurésie tuberculeuse. Et maintenant, on a la facilité vers l'accessibilité de la pleuroscopie qui se fait avec contrôle de la vue, c'est-à-dire j'introduis un trocar et grâce à l'amplificateur de brillance, je pourrai faire localiser les lésions nodulaires et je prendrai mes biopsies contrôlées, sous contrôle de la vue, et je prendrai là où il y a des nodules. Et à coup sûr, vous pouvez avoir dans plus de 90%, voire 100% de diagnostic histologique d'un épanchement pleural. Est-ce que c'est clair? C'est compris, merci, Oui. madame. Alors, le traitement de la pleurésie tuberculeuse, c'est un traitement d'une durée de 6 mois. C'est un traitement qui comporte à la phase d'attaque 2 mois de 3 drogues. C'est la rifampicine, l'isoniazide, pyrazinamide et 4 mois de rifampicine et isoniazide. Et vous le savez tous que la rifampicine reste, il ne faut pas la perdre, cette drogue, parce qu'elle reste l'antibiotique bactéricide le plus puissant, donc il faut le conserver pour ne pas tomber dans les résistances à la rifampicine et bien sûr suivi par l'isoniazide. Le traitement local, on ne traite pas seulement la tuberculose, il faut traiter par des ponctions itératives, c'est-à-dire répétées. Il faut vider la plèvre. Sinon, vous allez traiter par des antituberculeux, vous allez stériliser la cavité pleurale, mais seulement, vous n'allez pas guérir la plèvre, il va guérir auprès des séquelles qu'on appelle des pachypleurites en os de sèche. Et à ce moment-là, vous êtes obligé d'arriver jusqu'à la chirurgie. Et la chirurgie, elle est très lourde à ce stade. Ça donne vraiment des séquelles très, très importantes. Donc, ça nécessite énormément, un geste vraiment très difficile pour le chirurgien par sa saine
énormément pour essayer d'enlever carrément la pachychlorite. C'est très important. Et on complétera bien sûr par un traitement fonctionnel qu'on appelle la kinésithérapie et bien sûr la surveillance du traitement antituberculeux. Ça, c'est pour la plaie. Donc, on a fini avec la primo-infection. Est-ce que vous êtes tous là? Est-ce que vous êtes tous là avec moi? Donc, on a fini toute la transmission, la primo-infection et toutes les maladies post-primaires. Est-ce que vous avez des questions concernant ce cours-là? Vous me les posez là tout de suite pour vous répondre avant de passer à la tuberculose extra-pulmonaire. Madame, la radiologie dissémination hématogène pulmonaire. La radio, pour la radio oui. de tuberculose pulmonaire, mais hématogène. Miliaire, vous voulez dire? Oui. Miliaire, oui. Je vous ai montré la radio. Je vous ai montré la radio. C'est celle-là. Bon, je vais l'agrandir, mettre diaporama. Regardez-la. Comment la reconnaître qu'elle est hématogène? Il n'y a pas de clarté, il n'y a pas de caverne. Je comprends parce que vous ne connaissez pas encore la lecture, vous ne savez pas interpréter la radio, mais je vais vous faire le TD dimanche. Je vais vous montrer comment interpréter. Vous allez un peu, au fur et à mesure, acquérir des notions en radiologie, vous allez les interpréter. Regardez par exemple cette radiographie. Vous avez des micronodules, je vous ai dit inférieur à 0,5, hein, c'est vraiment en tête d'épingle. L'épingle à coudre, hein, c'est la tête que vous voyez là et qui est très très dense, uniformément répartie de façon symétrique et bilatérale. Vous voyez que ce côté est aussi bien atteint que celui-là et c'est parti de façon homogène. D'ailleurs, on les décrit comme étant des micronodules très denses, uniformément répartis aux deux champs pulmonaires de façon homogène. Il n'y a pas du tout de clarté à leur sein, donc c'est une miliaire hématogène. Qui dit miliaire hématogène, je vais ouvrir une parenthèse là-dessus. Je vais revoir quand même avec les TEP, vous allez voir que je vais me répéter dans les tuberculoses extrapulmonaires parce que la primo-infection complique complique les TEP et vous voyez sur la radiographie, comme je le dis, il faut toujours rechercher s'il n'y a pas d'autres signes à côté. Ici, vous avez l'index cardio-respiratoire qui est élevé et à ce moment-là, il faut que je fasse une écho, voir s'il n'y a pas un épanchement péricardique. Parce que s'il y a un épanchement péricardique, il faut, s'il est de moyenne abondance, et s'il est de moyenne abondance, je suis obligée d'associer de la corticothérapie pour diminuer un peu les séquelles et éviter d'arriver à l'évolution vers la péricardite constructive, hein, qui peut prendre, car le péricarde il va se calcifier, il va prendre en gang carrément le cœur et entraîner une insuffisance cardiaque droite. Là, c'est l'évolution fatale des péricardites tuberculeuses. Ça, c'est très important. Et vous pouvez avoir, même avec la miliaire, un épanchement pleural parce que c'est une post-primaire aiguë, c'est-à-dire elle survient juste après une primo-infection tuberculeuse. Est-ce que vous comprenez? Oui. D'accord? Vous comprenez? Madame. Alors, la miliaire hématogène, oui. Allez-y, je vous écoute. Madame, juste une question. En cas de primo-infection, est-ce qu'on donne un traitement? Donc si on a un test à l'IDR positif? Non. Si vous avez, attendez, si vous avez une primo-infection latente, d'ailleurs, vous n'allez jamais la reconnaître, surtout chez l'adulte. On ne sait même pas s'il a une primo-infection latente ou pas. C'est l'IDR qui va vous le préciser. Mais cette IDR à la tuberculine, elle est utilisée dans les dépistages. On va en parler tout à l'heure dans les tuberculoses pulmonaires. Quand j'ai une tuberculose pulmonaire dans la famille, à microscopie positive, je sais bien que la tuberculose pulmonaire, richement bacillifère, ça veut dire qu'elle est positive dans les crachats. Il y a forcément des enfants dans cette famille, des enfants moins de 15 ans,
Qu'est-ce que je dois faire pour dépister? Je vais faire une radiographie, je vais faire une intradermoréaction à la tuberculine. Pourquoi l'intradermoréaction à la tuberculine? Parce qu'il risque de me faire une primo-infection. C'est plus fréquent chez les enfants. Et à ce moment-là, c'est l'IDR, elle dépasse les moins de 10 ans, dépasse les 10 mm. Je suis forcément dans une primo-infection. Et chez l'enfant, je suis obligée de la traiter. Le risque, c'est quoi? Le risque, c'est d'évoluer vers une primo-infection patente, vers la complication d'une primo-infection patente qui est la miliaire et la méningite. D'accord? C'est un enfant de moins de 10 ans. Il a 6 ans, par exemple. Dans le dépistage, la maman, elle est positive. Et le papa aussi. Soit le papa, soit la maman ou une des fratries qui a fait une tuberculose microscopique positive. Et c'est un enfant qui a 5 ans. Il venait d'être vacciné. Je vous ai dit que la durée de la vaccination BCG est de 10 ans. Qu'est-ce qu'il va faire, l'enfant, là? Je vais trouver une IDR forcément positive parce que j'ai créé chez lui une primo-infection artificielle par le BCG. Alors, comment reconnaître que c'est une primo-infection? Eh bien, c'est par rapport à l'IDR, au millimétrage de l'IDR. Si l'IDR est supérieur à 10 mm, il s'agit forcément d'une primo-infection récente. Est-ce que vous comprenez? Alors, là, oui, madame, merci. D'accord. Alors, tout ça, vous allez retrouver, lisez-moi. Alors, tout cela, tous ces renseignements que je viens de vous dire, que je viens de préciser, vous les retrouvez tous sur le guide qui est sur le site. Vous pouvez le télécharger et lire. À tête reposée, vous prenez l'essentiel pour ne pas oublier pour l'examen. L'essentiel, je viens de vous le faire. Vraiment, l'essentiel, je viens de vous le dire et de respecter ce que je viens de vous dire. Vous les cherchez pour un peu s'instruire un peu plus, ça serait bien. Donc, il faut regarder aussi au niveau du guide. Parce qu'on ne peut pas, si on prend le guide qui fait plus de 300 pages, vous imaginez ce que c'est. Donc, vous êtes obligé de le lire. C'est ce qu'on conseille à l'étudiant de faire. Est-ce que c'est clair? Allô, allô? Madame. Oui? Oui, oui. Allô? Oui, oui, je vous écoute. C'est quoi la kinésithérapie? Comment? C'est quoi la kinésithérapie? Alors, c'est un sport, d'accord? Il y a un kinésithérapeute, c'est une formation, c'est un personnel de santé avec bac qui a fait une formation de kinésithérapie qui permet justement aux patients d'acquérir certaines connaissances concernant la fonction respiratoire. On peut l'utiliser dans la BPCO, chez les patients qui ont fait par exemple des traumatismes. Il peut y avoir, il y a des kinésithérapies fonctionnelles respiratoires, kinésithérapie osseuse, kinésithérapie, donc il y en a beaucoup et ça fait partie de la réhabilitation respiratoire. C'est quelqu'un qui va vous apprendre comment faire des gestes afin d'éviter la fibrose pleurale. C'est important. D'accord? Dans chaque service, on a un kinésithérapeute qui aide le patient soit à éviter, pour les patients qui ne marchent pas dans le service, par exemple, et qui sont longtemps alités, ils sont obligés de faire une kinésithérapie fonctionnelle osseuse, c'est-à-dire d'activer les articulations pour que le patient redémarre à marcher. Et également pour la fonction respiratoire, on essaie de l'améliorer, surtout en s'axant sur les plèvres, sur les mouvements qui pourront justement assouplir la plèvre et reprendre sa fonction normale pour éviter d'aller vers la fibrose pleurale, vers la pachypleurie. OK? OK, madame, merci. D'accord. Alors, pour la miliaire hématogène, vous avez... Madame. Oui? J'ai pas compris pachyplorite. Pardon? Pachyplorite. C'est quoi ça? Pachyplorite, c'est des séquelles. On va vous montrer, c'est des séquelles, c'est de la fibrose pleurale, c'est des cicatrices après une tuberculose. Vous pouvez retrouver des cicatrices au niveau parenchymateuse, des cicatrices post-tuberculeuses au niveau pleural, au niveau osseux, vous pouvez les retrouver au niveau cérébral. C'est des cicatrices, c'est comme les brûlures. Vous avez une brûlure au niveau de la peau et ça va évoluer vers la cicatrice, vers une kéloïde ou bien une cicatrice banale. C'est exactement pareil au niveau de la plèvre.
Nous, il faut éviter. Pourquoi? Parce que ça va mettre justement le pronostic fonctionnel, va mettre en jeu le pronostic fonctionnel. Si c'est, par exemple, vous avez un épanchement bilatéral tuberculeux que vous n'avez pas ponctionné, c'est un malade qui va évoluer vers une insuffisance respiratoire chronique. Il va mourir d'insuffisance respiratoire chronique. Nous, on ne veut pas. En 2021, on doit justement éviter toutes ces séquelles, hein, et avoir une bonne fonction respiratoire au patient. C'est ça l'intérêt. Stériliser. Le but du traitement antituberculeux, c'est stériliser, hein, par le mycobactérium et également reprendre sa fonction respiratoire normale, restituer la fonction respiratoire normale du patient. Et je voulais vous dire juste concernant la miliaire hématogène, vous pouvez avoir des diagnostics différentiels avec devant toute miliaire hématogène qui est fébrile. Elle peut être d'origine ce qu'on appelle la carcinose miliaire, c'est-à-dire c'est une miliaire métastatique. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est très très important. C'est un diagnostic différentiel avec la miliaire tuberculeuse. D'ailleurs, aux urgences, en général, on retrouve des patients qui font de la fièvre, qui sont aigus. On a dit que la miliaire tuberculeuse, elle s'exprime de façon subaiguë, voire aiguë, et elle peut évoluer de façon chronique, mais on peut pas faire le diagnostic différentiel rapidement aux urgences quand il y a une miliaire hématogène avec de la température. On met, même si on est dans le tort de mettre les traitements antituberculeux, mais par la suite, on va rechercher le diagnostic étiologique de cette miliaire. Si on est dans la tuberculose, on continue le traitement antituberculeux, mais si on est dans le tort et on est dans les carcinoses miliaires, un cancer qui a métastasé au niveau pulmonaire, au niveau hématogène, à ce moment-là, il faut traiter la cause qui est le cancer. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Alors, Oui. Je crois qu'on va prendre une petite pause. Je vais prendre un verre d'eau parce que j'ai la gorge sèche. On se donne 5-10 minutes. C'est ça? Très bien, merci. Merci, madame. Ok. Prenez votre temps. Merci, madame. Merci. Merci. Merci.